Et je lui mets le micro comme ça, et là, il me répond. Mais en même temps, je me suis fait défoncer par un garde du corps. Il m'a porté comme ça, le garde du corps, je te jure. Jazia El Hamari, chroniqueuse sur 2M, nous parle des coulisses de son métier et de l'avenir des médias au Maroc. Mon caméraman, je dis Youssef, je dis اليوم بغيت الصونور ديال Brigitte Macron, ما عرفتش بغيته. Il m'a dit ok, Inch'Allah et tout. Bref, la caméra, c'est ma mère ou mon frère. Il n'y a rien autour qui peut me perturber. C'est les personnes les plus importantes dans ma vie. Je parle à ma mère et mon frère. Je termine avec eux et après, je m'occupe de toi. Tu peux passer avec un cheveu en l'air et tout. Ça y est, t'es en live. Il n'y a pas de j'arrive, je m'arrange et tout. Ouais. Non, impossible. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas l'information, ils cherchent plus qu'on confirme l'information. À 10h du matin, on nous envoie des photos d'un incendie à Ouled Zien. Tu prends la voiture, tu y vas, tu vas voir est-ce que c'est vrai. Moyen classique. Moi, je suis pas contre un JT animé par une intelligence artificielle, pourquoi pas? C'est une expérience. Enfin, j'imagine qu'il y a moins de jeunes qui regardent aujourd'hui la télé en général. Moi-même, c'est très rare que je regarde la télé. Je travaille à la télé, mais Tu as grandi en France, puis tu es venu travailler ici au Maroc, ça fait 10 ans là, à peu près. Est-ce que tu as toujours voulu être journaliste? non, mon rêve, étant plus jeune, plus petite, je voulais être médecin. Ah ouais? Et pour la petite anecdote, c'est à cause ou grâce à ma mère que je suis devenue journaliste. J'ai eu le bac à 17 ans. Et je ne savais pas quoi faire. Vraiment, j'ai envoyé des candidatures dans tout, enfin, concours infirmière, architecture. Ma mère m'avait inscrite au concours de l'école de journalisme à l'époque. Ma mère savait que j'adorais écrire. C'est vrai qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup. Je suis quelqu'un qui est très introverti. Je ne parle pas beaucoup, mais j'écris énormément. Et les gens le savent, je ne parle pas beaucoup au téléphone, c'est des messages, vraiment des pavés. J'adore écrire. J'étais en master et il fallait que je fasse un stage. Je ne trouvais pas en France. Et j'ai tenté le Maroc, j'ai tenté 2M. En parlant avec l'une des meilleures amies de ma mère, elle me dit oui, mon neveu, il connaît une personne à 2M, envoie-lui ton CV, peut-être que, on ne sait jamais. Je l'ai fait et j'ai jamais eu de réponse non plus. Il y a un jour où c'était en été, je suis au marché avec ma mère, je reçois un appel. Bonjour, Madame El Hamari Jazia. Oui. Et c'était un numéro du Maroc, hein. Oui. Salam alaikum, vous devez commencer aujourd'hui votre stage. Vous êtes où? On vous attend. Je fais, il y a une erreur ou je dis, je connais Maaya et tout. Elle me dit, Kdachi de 2M, etc. J'ai dit, par contre, j'ai jamais eu je savais pas. Est-ce qu'on peut repousser de quelques jours, de au moins 15 jours et tout? Elle me dit, il n'y a pas de souci, parce que c'était une personne que ce monsieur connaissait, etc. Et pour la petite anecdote, elle s'appelle Chouma et je la remercie encore. C'est comme ça que ça s'est fait, le premier stage à 2M. Et en plus, je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais pas du tout, Casa. J'ai jamais connu Casa. Moi, je suis de Marrakech. Donc, quand je suis arrivée, déjà, j'arrive à Insbé. Je me sentais toute petite, je savais pas où j'allais. J'étais beaucoup plus jeune. Là, j'ai pris de l'assurance, etc. Mais j'étais toute fascinée, mais en même temps, j'avais peur, j'étais stressée. Bon, à l'époque, mes parents sont venus avec moi et tout. Ils m'ont pas laissée toute seule. Mais voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allée à l'antenne? Première expérience? Oui, ça c'était en France par contre. Alors, bon, moi je viens d'un quartier populaire, je m'en cache pas, c'est aussi une fierté. J'ai grandi à la Paillade à Montpellier. J'y suis pas née, mais on est arrivé, on avait déménagé, j'avais 2 ou 3 ans je pense. Donc j'ai fait toute ma vie, toute ma scolarité. Ma mère y habite encore, hein, on m'a ouvert la porte d'une web TV de quartier qui s'appelle Kaina TV. Et donc à Kaina, j'ai commencé à présenter une émission qui s'appelle Viens chez moi, j'habite à la Paillade. C'est un peu, c'est l'ancêtre du podcast, tu vois. À cette époque, on avait les moyens, la vérité. Franchement, je remercierai jamais assez ces gens qui m'ont donné ma chance. J'avais rien, j'avais pas de background, j'avais pas de bagage, j'étais pas encore dans le truc et tout. Et on m'a ouvert la porte, on m'a donné ma chance. Et pendant 1 an, j'animais cette émission
qui s'appelait Viens chez moi, j'habite à La Paillette. On a invité des personnalités, des acteurs associatifs, des footballeurs. J'ai vraiment eu de tout et c'est comme ça que je me suis forgée. La première fois que j'étais face à la caméra, c'était pour cette émission Viens chez moi, j'habite à La Paillette. Bon, si tu vois les... tu vas rigoler. Franchement, quand je revois, des fois, je n'aime pas me regarder. Hein. Quand j'anime une émission ou que je suis à l'antenne en chronique à 2M, etc., je déteste me regarder. Mais les toutes premières fois, je me regardais pour m'autocritiquer. Et il n'y a pas longtemps, ma sœur m'avait envoyé cette émission. Elle me dit, tu te rappelles et tout? Oui, je me rappelle. Et je vois la différence et je me dis, oh, j'en ai fait du chemin, alhamdoulilah. Mais et justement, Kaina TV, ça a été l'une de peut-être mes plus belles expériences parce que c'était les débuts. Et c'est là où on m'a donné ma chance. Akli, tout le monde, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance et c'est d'autant plus une fierté parce que c'était dans le quartier où j'ai grandi et Bah me oui. dire que c'est dans ce quartier que j'ai fait mes premiers pas. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de live à la télé. Est-ce que tu as encore le track avant de passer à l'antenne ou c'est bon, là, tu es à l'aise, tu arrives, tu fais ton truc Ce serait mentir de dire qu'on n'a pas le track et ce serait, je dirais, pas professionnel de ne plus avoir le track parce que ça fait partie du métier et surtout avant le live. C'est plus le même track qu'au début, mais il y a encore cette petite sensation, le petit cœur qui bat, la peur de... Ça reste du live. Et ce serait mentir de dire que j'ai plus le track ou... C'est pas bon d'être sûr de soi et d'être toujours... d'être arrivé à un stade où se dire, oh, bon, c'est du gâteau, j'y vais. Non. On a toujours besoin aussi de ce track pour se surpasser et faire bien et mieux que la fois précédente. Donc oui, j'ai toujours le track. Oui, mes petits rituels, j'ai des petits rituels avant le live, avant mes chroniques ou avant mes duplex, etc. C'est que je m'enferme en fait dans une petite bulle, je vais relire mon texte et j'ai mes petites dua, mes invocations. J'envoie un petit message à ma mère, ما تنسينيش في الدعوات. Et c'est comme ça en fait aussi que je me rends compte que alhamdoulilah, رضا الوالدين aussi, ça aide beaucoup, je pense. Et tawakkul ala Allah, je pense, hein, c'est un truc qui m'anime et c'est pas que le travail. Le secret, c'est pas que le travail. Parce que travailler, j'ai travaillé. Mais il y a des fois où j'ai échoué. Et l'échec, ça fait aussi partie du cheminement. Il faut être dans l'acceptation. Avant de passer en live, on a des séances de training. On n'arrive pas et on passe comme ça en live. C'est des décisions qui sont prises avec la hiérarchie, avec le directeur de l'information, le DG, etc. Et, en live, il peut se passer n'importe quoi. Un caméraman qui se tape la discute avec son pote à côté et tout. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je parle à ma mère ou à mon frère. La caméra, c'est ma mère ou mon frère. Il n'y a rien autour qui peut me perturber. Vraiment. Parce que pour moi, c'est les personnes les plus importantes dans ma vie, ma mère, mon frère. Donc, tu peux me faire ce que tu veux autour. Je parle à ma mère et mon frère. Je termine avec eux et après, je m'occupe de toi. Donc oui, tout peut arriver. Et même, tu sais, des fois, il arrive que, par exemple, le régisseur plateau te fasse des signes. Et pas, je sais pas, peut-être ton pantalon, mais il faut pas faire attention. Ça y est, tu es en live, tu es lancé. Tu peux passer avec un cheveu en l'air et tout. Ça y est, tu es en live. Il n'y a pas de j'arrive, je m'arrange et tout. Ouais. Non, impossible. Donc c'est ça. Et ça vient avec, je pense, aussi l'expérience, parce que je sais qu'à mes débuts, j'aurais peut-être pas su rebondir, etc. Mais aujourd'hui, bon, j'arrive à m'y faire et à composer avec le live. Ouais, justement, je me demande en fait, dans la carrière d'un journaliste, on a besoin de quel genre de mindset ou quel genre de compétences en particulier qu'on doit développer pour être bon journaliste? Alors, moi, je te donne ma recette, entre guillemets, ou mon point de vue, mais c'est propre à chacun. C'est comme quand on fait un sujet, il n'y a pas une seule manière de faire. Pour moi, un bon journaliste, c'est surtout un journaliste qui est cultivé, qui est curieux, qui maîtrise la langue dans laquelle il informe ou il partage l'information. C'est quelqu'un surtout, on en vient aussi à l'éthique du journaliste, l'intégrité, la véracité des faits que tu vas partager ou que tu vas donner aux téléspectateurs dans mon cas, l'objectivité. On est là pour informer mais pas pour prendre position, tu vois. Donc
ça, c'est peut-être pour moi les compétences et la base du métier de journaliste. Je voulais plus aller en détail sur une journée type. Mhm. Là, tu parlais des prompteurs et tout, je trouve ça fascinant d'avoir un petit peu les coulisses de votre métier. À quoi ressemble une journée type pour toi? Alors, ça dépend si je suis en tournage, en reportage ou au siège. En général, on a une fois par... Enfin, je sors, nous, la rédaction francophone, on sort en général une fois par semaine en reportage. Mhm. L'essentiel du travail se fait au siège. Journée type, c'est pour le travail, c'est quand je me réveille le matin, je fais de la veille. Et surtout, moi, je fais beaucoup de veille parce qu'en plus, j'ai une chronique hebdomadaire, c'est la revue de presse. Je vais lire un peu les infos, ce qui se passe dans le monde, au Maroc, etc. La MAP. La Mhm. MAP, c'est l'agence de presse, Maghreb Agence Presse. Mhm. C'est sur ça qu'on se base, les dépêches, etc. Mhm. Les informations officielles, entre guillemets. Voilà. Mhm. Ensuite, direction le bureau. On a notre conférence de rédaction, c'est-à-dire la réunion de la journée pour savoir sur quoi on va travailler, etc., sur le conducteur du jour à 14 heures. Donc, on commence notre journée à 14 heures. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avant. En fait, on a des horaires décalés. C'est ça qui est un peu difficile dans notre métier. C'est qu'on travaille de 14 heures à 20 heures jusqu'au live. Donc, nos horaires sont décalés. Donc, 14 heures, conférence de rédaction avec toutes les parties prenantes du journal télévisé, les journalistes, les rédacteurs en chef, présentateurs, réalisateurs, synthèse, etc. Tout le monde est autour d'une table, ça papote, ça donne des propositions et on construit le conducteur de cette manière. En général, quand j'ai un sujet, nous, quand on ne sort pas en tournage, la plupart de notre travail, comme on a une seule édition en français sur deuxième, il y en a deux en arabe, dont celle de la mi-journée à midi 45. Donc, on va dire 70% à 80% de ce qu'on passe dans Info Soir, le JT en français, c'est ce qui est passé dans le midi 45. Mhm. Donc, on reprend les sujets, on appelle ça un rewriting, réécriture ou pas forcément traduction, parce que quand on reprend, on réécrit à notre manière, on remonte à notre manière, etc. Un sujet standard, c'est 1 minute 30. Vous avez que les 1 minute 30, mais derrière, il y a 6 heures de travail, tu vois. Sans compter si je sors en reportage ou quoi, parce qu'en général, moi, quand je sors en reportage, je tourne le matin. Je préfère tourner le matin pour pas être prise par le temps, il peut se passer n'importe quoi, les Mhm. bouchons, etc. Quand j'ai la chronique, je lis beaucoup, 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 parce qu'il faut que je fasse les bons choix. Je peux pas tout passer. Quand on choisit un sujet, en général, moi, ma chronique, je choisis qu'un seul sujet. Je fais pas un round-up de ce qui est paru dans la semaine ou quoi. Ça peut être, enfin, par exemple, quand il y a une activité royale, je vais focaliser sur l'activité royale. Et donc, je vais prendre les journaux qui m'intéressent. Enfin, c'est même pas qui m'intéressent le plus, c'est là où il y a plus d'informations, il y a plus de quelque chose qu'on va m'apporter, une valeur ajoutée. Parce que l'idée de cette chronique, c'est aussi donner une plus-value. Enfin, les gens ont déjà lu les journaux. J'arrive le vendredi, le journal de la veille, le mec qui va me regarder, il a déjà lu. L'idée, c'est d'apporter une plus-value et de donner quelque chose en plus aux téléspectateurs. Juste avant le live, on fait des répétitions, tout ce qui est lumière, le texte, etc. Et après, direct, bon courage. Quel est le ratio entre les nouvelles et l'actualité locale qui se passe dans le pays et tout ce qui est actualité internationale? On a l'ouverture, c'est le sujet le plus important du journal télévisé. Mhm. Alors ça peut être international ou national. Ça peut être, je ne sais pas, un attentat terroriste n'importe où. Et si c'est national, ça peut être, en général, l'ouverture, c'est l'activité royale, l'activité princière. Quand c'est quelque chose c'est le truc le plus important. On revient au national avec un sujet un peu plus santé, société, agriculture, etc. Et on termine souvent par le sport ou la culture. Toujours terminer le JT par une note de légèreté, pour pas que ce soit trop lourd et indigeste pour les téléspectateurs. Ça, c'est un conducteur type. Mais ça dépend de l'actualité. Mhm. On peut ouvrir, par exemple, la guerre à Gaza, on ouvre avec. C'est Mhm. l'international. Vous vous en rendez pas forcément compte. Vous Pas vous du rendez tout. pas compte que le plus gros truc, c'est l'ouverture et on termine souvent par le sport ou la culture. C'est toujours comme ça qu'on construit un journal télévisé. Encore une fois, nous, on s'en rend pas compte, mais
Mais de votre côté, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a tous les jours un truc à dire? Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup ce problème, surtout en été, au mois d'août. Il se passe Parce rien. il se passe souvent rien. Mais il y aura toujours quelque chose à dire. C'est impossible qu'un jour ne passe sans actualité. Tu trouveras toujours. C'est plus concernant, par exemple, les ouvertures. On ne trouve pas forcément Le l'ouverture, grand truc, le ouais. gros truc. Mais en général, on a toujours de l'information, surtout en été. On a des équipes, enfin, on a des bureaux régionaux de partout et on met en place des séries d'été, par Mhm. exemple, quelque chose d'estival, de touristique. On va faire la promotion de cette zone, de ce coin de paradis. Enfin, il y a toujours des reportages. C'est juste que l'intensité de l'information n'est pas la même. Ça dépend des périodes. Ça dépend. Par exemple, l'Aïd aussi. Mhm. L'Aïd, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on va plus focaliser sur le côté festif, sur se retrouver en famille. Et Mhm. on tourne des reportages. Et ça encore, on en revient sur peut-être l'un des inconvénients de ce métier, c'est que le jour de l'Aïd, les gens sont en famille et nous, on est partis en tournage, on a pris des sonores. Les sonores, c'est les interviews. On a pris des interviews, on est rentré à la chaîne, on a fait le montage, on a mixé, alors que les gens ont profité en famille, tu vois. Mais on a toujours quelque chose à proposer. Et l'actualité qui arrive soudainement, les grands événements comme que ce soit la pandémie, que ce soit le tremblement, Mm. comment on gère ce genre d'actualité où on doit tout arrêter finalement, tout ce qu'on avait déjà programmé avant et juste focus sur ça. Action, réaction, oui. Bah, il peut se passer. Enfin, je peux avoir passé 2 heures, 3 heures à faire mon sujet. Il se passe ça, le sujet est annulé. C'est déjà arrivé, mais c'est comme ça, c'est le métier. Action, réaction, on doit traiter dans tous les cas. On est dans l'actualité chaude, on est en live à 20 heures. Il s'est passé ce truc, je sais pas, cet événement à 19h30. Il faut qu'il passe. Que ce soit en sujet ou en off, il faut que ça passe parce qu'on arrive à 20 heures. Il faut donner l'information. Mm. Et je dis souvent que justement, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'ailleurs, mes neveux me le répètent tout le temps, Tata, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, il faut toujours positiver. Le sujet, ok, tu peux pas le sortir à ce moment-là, il y a un problème, tu n'as pas le temps. Mm. Tu montes un off rapidement, 30 secondes, un mini texte, tu donnes et l'info, elle passe. Ouais. Tu as agi en conséquence. Quand on parle de sujets comme ça où ça va très très vite et il faut Mhm. vraiment aller suivre l'information, j'avais lu l'autre fois quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, j'aimerais avoir ton avis dessus. Ça disait, en fait, aujourd'hui, les gens ne cherchent pas l'information, en tout cas dans les grands médias établis, Mhm. ils cherchent plus qu'on confirme l'information. Bien sûr. Parce que tout le monde aujourd'hui est informé sur les réseaux. Parfois, l'information, elle passe avant sur les réseaux, avant qu'elle passe sur un grand journal ou la télé, etc. Donc, comment est-ce que ça change votre métier et est-ce qu'aujourd'hui, un journaliste reçoit encore des infos exclusives? Alors sur le côté un peu confirmation, ça je suis totalement d'accord avec toi. On est là pour confirmer l'information. Aujourd'hui, on peut plus penser. Moi, je parle du journal télévisé parce que c'est là où je travaille, etc. On peut plus penser à un journal télévisé en 2025 comme on le pensait en 1990. Ça, et c'est à un moment donné, il faut avancer. Il y a les nouvelles technologies, il y a les Mm. réseaux sociaux, tout le monde est informé en temps et en heure. Mm. Et quand tu parles de confirmation, justement, nous, on arrive à 20 heures. L'information, c'était ce matin à 9 heures. Mm. Tout le monde l'a lu, tout le monde l'a vu, tout le monde. Nous, quand on arrive, il faut qu'on ait une plus-value, une valeur ajoutée. Que ce soit confirmé, mais, ou même aller plus loin dans le Propos. sujet, dans les propos, en invitant un expert, en donnant plus de chiffres, je sais pas moi, mais en tout cas, il y a ce côté confirmation et il y a ce côté aller plus loin dans l'information, pas seulement se contenter de l'information en elle-même, mais la Mm. comprendre. Il faut donner les outils aux téléspectateurs parce que les gens ne sont plus bêtes en 2025. On parle du 21e siècle. Les gens s'informent, vont chercher. Maintenant, tu as tout sur YouTube, tu as des vidéos, tu comprends tout. Donc, si tu arrives, toi, juste, tu te contentes d'une ligne, de leur donner juste l'information, de donner à cette personne en face de toi juste l'information qu'il a déjà lue en, à 9 heures ou 10 heures du matin, c'est quoi ta plus-value? Mhm. Ça te sert à quoi en fait? Tu sers à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Comment aujourd'hui on peut confirmer cette information? Bah, par les outils classiques, appeler les personnes concernées, aller sur le terrain. Je sais pas moi, à 10 heures du matin, on nous envoie des photos d'un incendie à Ouled Ziyen.
Tu prends la voiture, tu vas voir est-ce que c'est vrai. Tu vas voir les personnes qui sont sur place, tu prends des sonores, tu prends les témoignages. Et sur le côté exclusif, je reviens à ta question, je pourrais te dire que oui, on a encore ce privilège et peut-être ce respect pour la profession, d'avoir encore des organes, des institutions qui vont nous donner l'information avant de la partager au grand public. Je dirais que oui. Mhm. Mais moi, j'insiste sur le... Je m'en fiche un peu du côté exclusif et tout, parce que on Mhm. n'est pas à la course à l'info, le premier qui donnera l'info, etc. Même si c'est honorifique, j'ai envie de te dire, quand on a une exclusivité, etc. Mais moi, je suis plus dans le côté confirmer l'information et donner une vraie information. Mhm. Si je donne une information faussée, je... Non, Mhm. j'ai pas fait mon boulot. Mhm. Parce que je reviens aussi à l'éthique journalistique, tu vois. Une fois que tu as débuté dans ce métier, c'est que tu te jures à toi-même de toujours partager la vérité avec les téléspectateurs et surtout leur donner les outils pour comprendre et pour s'informer de la meilleure des manières. Avec tout ce qui est deepfake, Mhm. on ne sait plus ce qui est vrai. J'aimerais retourner au côté vérification. Tu disais, en fait, finalement, on vérifie en passant des coups de fil. Nous, peut-être, on a plus d'outils en tant que journaliste, on a plus de personnes à même de nous répondre, on a plus... Enfin, on va pas aller vérifier l'information en envoyant un message sur Messenger ou Instagram, tu vois ce que je veux dire? On peut parler de l'intelligence artificielle. Au Maroc, on a encore du travail à faire, je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas si on a peur ou si on n'a pas encore tous les cadres législatifs, je ne sais pas. En tout cas, Mhm. aujourd'hui, c'est un fait. L'intelligence artificielle prend de la place. La jeunesse, on fait bon ou mauvais usage, ça, c'est une autre question. Mais si on ne pose pas les cadres, et si on ne pose pas les limites, et si on ne pose pas tout ce qu'il faut pour mieux appréhender cette nouvelle vague, ces nouvelles technologies, et mieux vivre avec, le train, ça y est, c'est un TGV, on n'est plus en marche, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, il y a les journalistes traditionnels qui réfutent un peu Mm. ces nouveautés, ces révolutions numériques. Dans 20, 30 ans, peut-être que nous, en tant que journalistes, on n'exercera plus notre métier de cette manière. Je suis sûre que d'ici quelques années, la moitié des métiers n'existeront plus. Ce sera des nouveaux métiers. Tu l'utilises, toi, aujourd'hui, J'arrive pas encore à je- l'adopter ouais, complètement? j'ai pas encore le truc pour adopter ChatGPT, Gemini. J'ai déjà, par curiosité, vu comment ça marche et tout. Mais Mm. par contre, par exemple, pour ma chronique, j'utilise par exemple une intelligence artificielle, surtout pour les articles internationaux, par exemple de Washington Post, Mhm. etc. J'ai pas forcément accès. Enfin, je vais pas payer un abonnement parce que je vais pas l'utiliser toutes les semaines et tout. Je fais appel à une intelligence artificielle qui me donne, par exemple, les grands axes des articles que j'ai envie d'utiliser pour ma chronique. Donc Mm. oui, il faut, comme je te dis, il Mhm. faut en faire un bon usage. Pourquoi pas un journal télévisé animé par une intelligence artificielle? Enfin, tout est possible. Après, ça ne sera pas la même chose, on n'aura pas la même fibre humaine, l'écriture, l'émotion, l'affect, je ne sais pas moi, le truc qui fait la différence avec un vrai humain, ça sera un robot. Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, on voit des contenus courts, des visuels, des vidéos virales sur les réseaux sociaux, et c'est une autre manière de s'informer. Pourquoi on ne verrait pas je te le disais tout à l'heure, on ne peut pas s'informer en 2025 de la même manière qu'en 1990, c'est Mm. impossible. Mm. Pourquoi ne pas réinventer le JT? Pourquoi le garder dans sa forme traditionnelle? Aujourd'hui, le JT, au Maroc, à proprement parler, faut se le dire, c'est une institution, c'est un rendez-vous. C'est quelque chose que... Enfin, tu es là à 20 h, c'est le moment où les gens vont manger, se retrouvent en famille, après une dure journée, tu allumes la télé, tu as le grand, le petit, la grand-mère, le grand-père, enfin, tu vois, et tu es là, tu t'invites chez les gens, c'est le rendez-vous en fait avec une autre famille peut-être, avec quelqu'un qui va t'adopter. Et si tu... Surtout, moi, je te parle au Maroc, hein, parce que après, Mhm. j'ai quitté la France il y a trop longtemps pour savoir comment ça a évolué, etc.
Si on voit le JT comme une institution comme ça, je pense que ça va être compliqué de bousculer les habitudes, surtout des Marocains. Mm. Donc, comment on pourrait repenser? Après, moi, comme je te dis, c'est des pistes de réflexion, mais comment on pourrait repenser ce nouveau JT pour les nouvelles générations? Peut-être faire un autre rendez-vous à part pour les petits, les jeunes, les adolescents, les entrepreneurs, Mhm. pourquoi pas? Je sais pas. Après, Mhm. Ouais, je pourrais rebondir sur ça. C'était une autre question que j'avais, c'est-à-dire le rapport des Marocains avec les médias en général. Mhm, Enfin, j'imagine qu'il y a moins de jeunes qui regardent aujourd'hui la télé en général. mhm. Donc, comment est-ce que tu vois ce rapport-là? Je vais pas te mentir, moi-même, c'est très rare que je regarde la télé. Je travaille à la télé, mais c'est plus la même manière de faire aujourd'hui. Mais je pense qu'au Maroc, on a encore pas mal de chemin à faire par rapport à ça. La télé, ça reste un outil, un objet à la maison qui est indispensable. Les Marocains, surtout les générations anciennes, ont ce rapport à la télé qui est très différent de la jeunesse aujourd'hui. Par exemple, pendant le Covid, quand on était tous enfermés, quand on a eu des pics d'audience hallucinants. Hallucinants. Mais j'ai jamais vu, on est arrivé à je sais plus combien de pourcents de part d'audience, on a dépassé, je sais plus, enfin, c'était hallucinant de voir ces chiffres et de se dire que en 2020, 2021, il y a encore autant de personnes qui regardent la télé, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les gens n'avaient pas le choix, il n'y avait que la télé. Donc, tu vois, je ne sais pas si encore aujourd'hui ou dans quelques années, la télé perdra sa place, etc. Après, moi, je bataille je prêche pour ma paroisse parce que j'adore ce que je fais, j'adore la télé, mais il faut se rendre compte qu'il y a des changements et il faut, je pense qu'il faut agir en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la télé, qu'on va supprimer le journal télévisé, mais peut-être repenser les choses de manière à ce qu'on attire plus de personnes à même de comprendre ce qu'on fait, d'adhérer à ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des reportages, je sais que tu voyages aussi beaucoup, ça Mm. fait partie de ton métier, des reportages ou des expériences qui t'ont marqué, enfin, le bon et le mauvais de ce qui t'a marqué dans ta carrière, des choses que tu as apprises et Mhm. aussi des choses qui t'ont inspiré? Déjà, ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, je pense, ce que j'ai adoré faire et bah, je pense ma plus belle couverture, vraiment, c'était la couverture de la Fête du Trône. Là, C'était la cette année? dernière, ouais. Ça m'a marqué à un point. C'était magnifique en tant que petite Zmeg, MRE, qui arrive, qui voit et ça me tenait à cœur de le faire dans le sens où je voulais connaître l'histoire enfin, comment la cérémonie d'allégeance, tout ce qui entoure cette fête du trône, l'histoire, tout en fait. Et en fait, quand tu vis le truc de l'intérieur, t'es à l'intérieur du palais royal, tu vois Sa Majesté le roi, tu vois tout ce qu'il y a autour, mais c'est vraiment des frissons. Je te jure, je ne saurais même pas te décrire tellement que c'est magnifique. Et vraiment, ça me tenait à cœur de le faire dans le sens où je connais l'histoire de la France, j'ai fait des couvertures, etc. Mais j'avais jamais connu l'histoire de mon Maroc. Et ça me tenait à cœur de connaître les fondamentaux, comme je t'ai dit, la cérémonie d'allégeance, comment ça se passe, le discours, tout, tout, tout. En fait, quand tu fais cette couverture, mais t'en ressors grandi. Ça, d'une part. Et enfin, les deux, trois trucs que j'aimerais te raconter, des petites anecdotes, des trucs qui m'ont marqué et qui resteront. Je venais de commencer à 2M et je me rappelle, ça c'était un reportage pour le digital, pour 2M.ma. Parce qu'au début, j'étais sur le JT, sur le digital, enfin, c'était Mhm, au tout début. mhm, Je me rappelle, je sais plus si c'était une conférence, en tout cas, il y avait une multitude de ministres des Affaires étrangères des pays africains, mhm. avec Monsieur Nasser Bourita. Il y avait, et je me rappelle que mon reportage, il tenait sur les interviews de ces ministres des Affaires étrangères. Il fallait que j'en ai un maximum pour avoir un bon reportage, etc. Je me battais pour avoir les sonores, etc. Et moi, toute petite et tout, c'était le début, j'étais toute glioula et tout. Bref, je me rappelle encore. D'ailleurs, j'ai encore la vidéo j'ai gardé les rushs. Et je vois le ministre des Affaires étrangères de la Gambie
Je le vois et je le vois sortir avec ses gardes du corps et tout. Et moi, j'étais déjà en train de prendre une interview. Et je fais un geste à mon caméraman, comme ça, je lui fais comme ça, il comprend. Tu vois, ça aussi, c'est important. Pardon, Oui, oui. je coupe le truc. C'est important d'avoir une équipe avec qui on s'entend. Quand tu es pas avec des personnes avec qui tu t'entends et avec qui tu vas poser les jalons dès le départ, tu sais que ton reportage, c'est terminé. Mm. Donc je lui fais un petit geste, il comprend, je termine, j'abrège en fait avec la personne qui est devant moi et je pars en courant, il me suit. Je garde, parce que normalement c'est très dangereux ça de garder le fil du micro avec la caméra, parce que tu peux tomber, tu peux casser Mm. la caméra et tout. Bref, on part en courant en restant sur le truc et tout. Je viens, je lui mets le micro, je lui dis monsieur, excellence, juste un mot pour... Et en plus, pourquoi je le voulais juste pour te... Parce que avant de faire un reportage, tu t'informes sur les personnes que tu vas interviewer, etc. Je savais qu'il avait fait ses études au Maroc. Donc, Mm. j'avais besoin d'avoir ce côté-là marocain, etc. Excellence, excellence, s'il vous plaît, juste une minute. Que retenez-vous de vos études au Maroc, etc. Et pourquoi je lui ai posé cette question? Parce que je me souviens très bien, c'était une conférence pour des étudiants étrangers qui étaient au Maroc, etc. Bref, je voulais faire le lien comme ça. Il me dit, je suis désolée, j'ai mon avion à prendre, merci, au revoir, comme ça. Et là, je regarde mon caméraman et je le vois partir avec ses gardes du corps par une issue de secours. Je lui fais comme ça et je contourne l'issue de secours et je le retrouve à la porte d'entrée. Et je lui mets le micro comme ça et là, il me répond à ma question. Mais en même temps, je me suis fait défoncer par un garde du corps. Il m'a porté comme ça, le garde du corps. Mais non. Je te jure que je te montrerai les rushs. Il me porte comme ça, le garde du corps. Mouhim, j'ai eu mes 10 secondes. L'essentiel, c'est d'avoir 10-12 secondes, quelque chose qui est potable. Et pour te dire, ce monsieur, il m'a pas oublié. C'est vrai? Je l'ai revu quelques temps après. Il est venu me saluer. Il m'a dit, vous allez bien? Je lui ai dit, vous vous souvenez de moi? Il m'a dit oui. Je l'ai revu quand? Il y a quelques temps, là, à New York. J'étais en couverture pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Je l'ai rencontré et il me dit, vous allez bien et tout. Je lui dis, vous vous souvenez de moi? Il me dit, oui, oui. Je dis, bah, ça va très bien et vous allez bien? Il me dit, oui, très bien et tout. Et il y a peut-être aussi un autre truc dont je suis fière ou pas, je sais pas en tout cas. C'est à la dernière visite de Macron au Maroc. Il y Mhm. avait sa femme avec lui et j'avais couvert ses activités et j'ai réussi à avoir son interview alors que aucun autre organe de presse ne l'avait eu. Je l'ai eu en exclusivité. L'interview de Macron ou de Non, de Brigitte? Brigitte Macron. Ah Moi, ouais. j'avais couvert les activités de Brigitte Macron et j'ai réussi à avoir son interview. Et ça, je pense que enfin, c'est un truc qui me restera. J'étais contente, tu vois. Et encore une fois, là, on en revient aussi, le caméraman avec qui j'étais. Ça, c'est important d'être avec des personnes avec qui on se comprend, avec qui on communique. C'est super important. Parce que sans le caméraman, je ne l'aurais pas eu, ça, c'est sûr et certain. Et Mm. aussi avec l'aval de ma hiérarchie. Parce que tu sais, quand on est en mission, on a des groupes WhatsApp, on se met OK, on dit ce qu'on va faire, etc. Une fois que j'ai eu le OK de ma hiérarchie, de mon directeur de l'information, vas-y et tout, c'est bon. J'étais trop contente de l'avoir. C'était vraiment un truc. Vous avez parlé de quoi? C'était En pour fait, quel elle m'avait. sujet? Pour t'expliquer aussi, je te mets un peu dans le contexte. En fait, ce jour-là, on avait interdiction de tourner. Mhm. Elle avait programmé une visite privée des Oudaya à Rabat. J'allais dire à Paris, n'importe quoi. À Rabat. Et en fait, quand on est arrivé, moi déjà, j'arrive toujours plus tôt pour faire le repérage des lieux, pour dire au caméraman qu'est-ce que je veux comme angle, etc. Donc je me mets d'accord avec le caméraman, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, je sais pas, je sentais, ou je sais pas, en tout cas, enfin, c'est aussi l'expérience, je sais pas. Oui, on est rentré à l'intérieur des Oudaya et tout, et dans un coin, je lui ai dit, laisse le trépied ici. T'as pas besoin du trépied pour sortir, on تلقاو ليها من تما وداك الشيء نشدوها وهي bref. Mhm. Moi, pendant que les choses se font, etc., je vois des touristes, un Français, un Britannique, je prends leur interview, je me dis peut-être, je fais un axe en mode touristique ou la beauté des lieux, etc. Mouhim. Parce que l'une des choses qui est le plus important dans notre métier, c'est que quand tu sors en reportage, tu mobilises une équipe, tu mobilises un véhicule, tu mobilises une caméra, etc. Tu reviens jamais les mains vides. Mm. Jamais. Que ce soit un off, un duplex, n'importe, tu dois revenir avec quelque chose. Je ne sais pas si je sentais qu'on n'allait pas rentrer ou qu'on n'allait pas avoir de... J'ai pris les sonores juste comme ça, احتياط. Oui.
Brigitte Macron arrive, etc. Et là, on commence à rentrer. Ils nous disent non, c'est niet, c'est visite privée. Pardon, on est là depuis 8 heures du matin, il est 11 heures. Enfin, merci, quoi. Pourquoi vous nous envoyez pour. Non, c'est visite privée. Je fais OK. Les gardes du corps rentrent avec elle, elle fait sa visite, etc. Mhm. Il y a de la sécurité, etc., les policiers et tout. Je dis, on tourne pas, regarde, elle est éteinte la caméra, on va juste chercher notre trépied, on l'a laissé à l'intérieur. On est resté derrière, il y avait plus personne, il n'y avait aucune presse, rien du tout. Tout le monde était parti parce qu'ils nous ont dit, c'est interdit. Nous, on est rentrés parce qu'on avait notre trépied. Et donc, on rentre et nous, on l'a su de derrière et tout. Je dis, t'inquiète, on va la voir sans sonore. À mon caméraman, je dis, Youssef, on va la voir sans sonore. Aujourd'hui, Manchou, et je lui avais dit le matin, quand on est arrivé à 8 h, je lui ai dit, Lyouma, brit le sonore, dit Brigitte Macron, m'arrête, brito. Il m'a dit, ok, Inch'Allah, et tout, bref. Donc, on l'a su de derrière, elle fait sa visite, il lui explique ce qui se passe, etc. À un moment, moi, je vais parce qu'il y a les gardes du corps, tu n'as pas le droit, etc. Ben, tu n'as pas envie de faire de problèmes et tout. Donc, moi, je vais là où il y a le trépied. Le caméraman, il reste un peu en distance et tout. Là, je vois une personne que je connais, ben, bref, je ne veux pas donner de nom, etc. Et je lui dis, là, la fin, il y a le café des Oudaya, il y a le musée, je sais qu'elle va visiter le musée et tout, on peut tourner juste pour avoir des images et tout. Il me dit, oui, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de souci, là, c'est la fin de la visite, etc. Et elle me regarde, elle voit qu'il n'y a que nous en termes de presse, tu vois. Et donc, elle me fait un sourire. Je sais que c'est une porte ouverte, tu vois, je saisis l'occasion. Oui, je trouve le moyen, je ne dirai pas comment j'ai fait, etc., mais je trouve le moyen d'avoir l'autorisation de l'interviewer. Donc, on fait ça au niveau du musée, etc. Et je lui pose une seule question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre visite au Maroc? Pendant 1 minute, elle me débite le bilan de sa visite, la grandeur du Maroc, que des trucs positifs, un magnifique sonore. Je n'ai jamais vu, enfin vraiment quelque chose d'hyper élogieux envers le Maroc et tout. Et là, je me dis, waouh, jackpot. C'est un truc. Et tu sais, le pire, c'est même pas ça. C'est qu'il y avait ses chargés de com, etc. Il vient, il me regarde, un gars de la communication, et il me dit, vous auriez pu nous dire que vous alliez prendre une interview, on aurait appelé les organes de presse français. Parce que depuis le début de la visite, on n'a rien eu pour la France. Je fais, même là, si vous voulez, avec le micro de 2M, on peut vous donner. Il me dit, non, merci, ça ira. Bah oui, il y a le micro de 2M, t'as pas envie, c'est normal. Donc voilà, ça, c'est un peu... On peut finir justement sur ça, c'est une bonne note. Ce serait quoi ton conseil pour un journaliste, un jeune journaliste marocain? S'accrocher. S'accrocher à ses rêves, parce que quand on choisit ce métier, c'est par passion. C'est pas par dépit ou par... tu le fais vraiment par passion. Et tu vas forcément faire face à des difficultés, à des échecs, moi, je suis pas arrivée, j'ai été prise à 2M comme ça. J'en ai passé du chemin, j'ai des obstacles, etc. Ce qui m'a aidé à tenir, c'est de s'accrocher à ce rêve et la persévérance. S'accrocher, se cultiver, et toujours se dire qu'à un moment donné, ça va le faire. Ne jamais se dire, il faut jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Et vraiment, ça, je te le dis en connaissance de cause. Jamais dire jamais. Tu vas y arriver à un moment donné. À chaque fois, je finis les épisodes en demandant à l'invité où est-ce que les gens peuvent le trouver, mais j'imagine que toi, les gens, ils te connaissent déjà et ils savent où te retrouver. Je sais pas. Donc, on te retrouve où, du coup? Je suis joignable sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et à la télé, je passe tous les soirs mes reportages dans InfoSoir 2M. Et tous les vendredis soirs, je suis en live, en chronique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Jazia. Merci à toi.